Merci de me passer la parole. Je me présente, je suis Pascal Percosta. Je dirige une direction déléguée à l'ARS Nouvelle-Aquitaine et je prends la parole au nom de notre directeur général Benoît Elbod et de Samuel Pratt-Marty qui pilote une direction à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, très contente de participer à ce webinaire qui est juste fondamental pour bien que chacun comprenne tout l'intérêt tous ces indicateurs qui phosphorent sur la qualité et qui donc mettent en perspective la qualité des soins, la qualité des parcours. Donc, remercie aussi tous les participants et ils sont nombreux. Donc, ça, c'est signe de l'intérêt que tout le monde porte à ce webinaire. Donc, la DGOS, la Haute Autorité de Santé, la CNAM, vous l'avez dit, docteur, tous ces participants, ainsi que, bien sûr, les professionnels d'établissements sanitaires qui nous regardent, les représentants des délégations départementales de l'ARS, et j'en oublie certainement. Donc, un bref rappel pour remettre les choses dans leur contexte. Ma santé 2022, on est en septembre 2018, le président de la République l'annonce, et il fait d'emblée de la qualité et de la pertinence des soins un levier majeur. Là, j'ai tout dit parce que grâce à ce levier majeur, ce fil rouge qui, quelque part, transforme fondamentalement notre système de soins et de santé, on met en place des parcours de soins qui existaient déjà, mais on les peaufine, on les améliore, afin qu'il y ait une meilleure coordination sur le parcours de soins entre professionnels de santé au sens large, que nous ayons un bénéfice au niveau des prises en charge des patients. Et toute cette coordination, désormais, qui est aussi accélérée, entre autres grâce au numérique, nous permet de refonder doucement mais sûrement le système autour de la qualité. Et pour les encourager, parce qu'il ne suffisait pas de dire, ben voilà, on va travailler sur ces sujets-là et on va travailler sur des indicateurs qualité, oui, c'est bien, mais encore, il y a eu une révision profonde du financement qui a permis de sortir de la seule logique du paiement à l'acte, vous le savez sûrement, au profit de rémunération au forfait pour certaines pathologies chroniques et des primes de qualité. Et c'est bien ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui. Donc, ce fameux dispositif d'incitation financière à la qualité, IFAQ, il doit aider à quoi? Il doit aider au reporting et à la régulation de cette fameuse qualité, mais tant au niveau régional que national. On répond ainsi aux exigences de tout, de transparence notamment aussi vis-à-vis des usagers qui étaient fortement demandeurs à la matière. Et vous le savez sûrement, les résultats publics sont rendus publics sur le site internet de la HAS via l'outil Qualiscope. Donc si on veut savoir, on y a accès. Et dans le prolongement de la rénovation de ce dispositif IFAQ, il y a des évolutions qui ont été initiées dès 2019 avec un élargissement de l'enveloppe financière. Et ce n'est pas neutre, on en parlera tout à l'heure. Et une volonté d'intégrer les établissements et de renforcer la pédagogie afin que tout le monde s'approprie le dispositif. Si on ne se l'approprie pas, on ne pourra pas le déployer et on ne pourra pas en faire bénéficier les professionnels de santé, les patients et les parcours de soins. Et donc, un des enjeux régionaux, ARS Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, réside dans l'accompagnement des établissements de santé dans leur démarche évaluative, ainsi que dans la mise en œuvre et le suivi d'un plan régional d'action d'amélioration de cette qualité. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine s'inscrit complètement dans cette démarche. Ce séminaire, il a été impulsé et co-préparé l'équipe du CK et nous-mêmes afin d'informer les établissements sur l'actualité, et elle est riche, de tous ces indicateurs de la qualité et de sécurité des soins, ce qu'on appelle les IQSS, mais les acronymes c'est toujours un peu trompeur, et ce fameux dispositif IFAQ. On permet ainsi, et c'est vraiment l'objectif, un partage d'expériences au sein des différents établissements et en lien aussi avec la démarche de certification de la Haute Autorité de Santé. Juste quelques mots supplémentaires et je serai brève. Les données principales, vous avez sûrement connu, enfin moi oui en tout cas, l'IFAQ 1, on est en 2012, c'est l'histoire. L'IFAQ 2, on est en 2015. Et puis depuis le 1er janvier 2016, tous les établissements MCO rentrent dans l'IFAQ. Et on continue puisque en 2017, le SSR en bénéficie et en 2022, on élargit l'IFAQ sur le champ de la psychiatrie. Donc une démarche cohérente qui permet d'élargir cette coordination et cette qualité à tous les patients finalement. On n'est pas encore près de tous les patients, mais on va y venir. Donc
ce qui est important aussi, et vous devez le mesurer, enfin, en tout cas, je souhaitais vous le dire, et je l'ai déjà dit, ce séminaire est une action qui est réalisée dans le cadre du CEPOM entre l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le CECA, financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et le CECA, dans le cadre de ses missions régionales et de sa contractualisation avec nous, est un acteur majeur de la promotion de la qualité et de la sécurité dans les secteurs sanitaires, médico-social et des soins primaires. Et ça, c'est à souligner. Et moi, je les en remercie parce qu'ils sont très acteurs sur ce sujet-là. Donc, vous dire aussi que c'est important. Au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, nous avons une feuille de route qualité qui est majeure, qui est pilotée par le département de Samuel Prade-Marty, mais pas que, et que clairement, cette feuille de route qui est dédiée aux indicateurs qualité et sécurité des soins, eh bien, l'important, c'est pas qu'elle existe, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hein. Et donc, concrètement, une fois qu'on a travaillé sur ces indicateurs, eh bien, à nous de mettre en place des dispositifs d'appui et d'incitation pour que l'IFAC soit un levier vis-à-vis des établissements. Voilà. Et ce séminaire, il sensibilise à ces objectifs et à ces dispositifs. Ce qu'on a mesuré aussi, c'est que la DGOS souhaite organiser pour les ARS volontaires des échanges plus réguliers sur la conception du dispositif et la façon dont on travaille et dont l'IFAC peut également être un levier. Et en ARS Nouvelle-Aquitaine, nous nous sommes déjà portés volontaires suite à cette sollicitation, pleinement en lien avec cette nouvelle feuille de route. Voilà, juste dire qu'on est à fond dedans avec vous et que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les choses puissent vous paraître plus claires à tous et que chacun mesure en quoi nous pouvons travailler ensemble sur ces fameux indicateurs. Voilà. Merci, Madame Percosta. Madame Lancio, quelques mots complémentaires, Leclerc. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais apporter quelques mots complémentaires. Je pense qu'effectivement, vous avez déjà dit beaucoup de choses au sein de l'ARS. Donc moi, Amélie Nancio, je dirige donc la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au sein de la HAS. Donc c'est une direction qui est importante, qui reprend beaucoup des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui et vous le verrez, on parlera, je vous présenterai en fait la convergence de tous les dispositifs qui sont mis en place, que nous travaillons collectivement avec vous sur le terrain, avec les parties prenantes et avec les patients et les usagers. C'est une chose qui est importante et vous le savez. Donc, je ne vais pas être plus longue pour le moment, je ferai une présentation. Donc, merci pour votre invitation et j'espère que ce sera dans la continuité de tous les travaux qu'on a déjà fait et qu'on continuera à faire ensemble. Merci, docteur Lancio. Notre président, Jean-Marc Faucheux. Bonjour à tous. Écoutez, je vais parler en tant que président en voie de péremption dans cette mandature du CECA. Tout ça pour dire qu'on a eu le renouvellement du conseil d'administration ce matin. Pour remercier déjà tous les invités d'être présents, Madame Amélie Lancio, Madame Sandrine Morin, Madame Catherine Grenier, Madame Edith Rioux et aussi Anne-Marie de Sarasqueta du CECA pour ce séminaire. Car aussi, je ne vais pas être très long, mais la gestion des indicateurs est un élément, à mon sens, très important dans une cadre d'une démarche d'amélioration des soins pour les usagers. Et la mise en place des IFAC va être un outil et un moyen d'améliorer la prise en charge de ces usagers. À une seule condition, c'est qu'on utilise ces outils et ces moyens financiers dans de bonnes visions, de bonnes solutions, on va dire. Donc, je remercie déjà tout le monde, tous les orateurs, et je vais, sans tarder, donner la parole au docteur Amélie Lancio, donc de l'HS, qui va parler de la convergence des dispositifs. J'ai oublié juste de dire que Michel Rutichelli ne pouvait pas être là, donc c'est moi qui vais modérer cette session à sa place. Madame Lancio. Donc, on va commencer ce séminaire. Je ne vois pas tout le monde, donc je vais me mettre là sur le côté, je vois mieux. Donc, ce séminaire IQSS IFAC, qualité et pertinence des soins. Donc,
nous l'avons vu ensemble, des organisations à la rémunération. Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des dispositifs qui ont été mis en place à l'HAS avec les premiers résultats. Et vous verrez bien qu'il y a une certaine convergence sur l'ensemble de ces dispositifs. Alors, le premier dispositif que vous connaissez bien, c'est la certification des établissements de santé. Donc, il a fait une toilette importante puisque nous sommes dans une nouvelle version et vous allez voir, on a déjà plus de 500 visites et plus de 500 résultats qui permettent en fait une approche qui est une réponse pertinente et équilibrée donc aux différentes attentes. Les attentes des usagers, une connaissance du niveau de qualité et de sécurité des soins donc qui existe dans un établissement de santé. C'est important, vous et moi, quand on est patient, de savoir en fait quel est le niveau de qualité des établissements dans lesquels nous allons être pris en charge. Aussi répondre aux attentes des professionnels de santé parce que c'est un vrai outil de management interne et une amélioration des pratiques, mais aussi, et donc on vient de le voir avec l'ARS, des autorités de tutelle, rôle dans la régulation et par la qualité. Donc ces trois réponses donc pour la certification où on voit bien que ce sont les patients, les soignants et que c'est un engagement partagé. Vous voyez apparaître de plus en plus les petits macarons. Maintenant, on voit les couleurs. Ça permet d'être beaucoup plus visuel avec des établissements qui sont certifiés avec mention, qui sont vert foncé, des établissements qui sont certifiés vert plutôt clair et du coup une nouvelle visite 4 ans plus tard, des établissements qui sont certifiés sous condition et à ce moment-là une visite qui est reprogrammée avec un référentiel utilisé à ce moment-là entre les 6 et 12 mois ou non certifié en rouge avec une visite qui est reprogrammée. Le point d'étape aujourd'hui, il est le suivant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de visites qui ont été faites, qui sont faites ou qui sont en cours de réalisation. Et vous voyez qu'en 2023 et en 2024, il y aura énormément de démarches de certification. Donc, vous imaginez bien toute la machinerie que ça met en place, aussi bien pour vous, bien sûr, dans les établissements, parce que c'est effectivement quand même un passage, une démarche accompagnée, une démarche d'équipe et qui nécessite du temps, de l'énergie entre les professionnels, mais aussi au sein de la HAS, puisqu'on adapte toujours le plus possible en fonction des établissements et pour que ce soit des visites qui soient les plus adaptées possibles. Aujourd'hui, il y a eu, depuis cette certification, 428 décisions. Donc, vous voyez principalement dans 62% des cas, les établissements ont été certifiés. Dans 22% des cas, certifiés avec mention. Et il y a une part autour de 15% qui sont certifiés sous condition ou des établissements non certifiés. Globalement, il y a donc des enquêtes ont été faites, des enquêtes de satisfaction, une satisfaction qui se confirme sur les 520 premières visites, avec un degré de satisfaction donc très satisfaisant, peu satisfaisant donc autour de 35% des cas. Donc, les résultats des questionnaires de satisfaction des établissements ont été établis après la visite et ce questionnaire a été fait entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Donc, vous voyez, donc c'est une certification qui est sur le terrain. Aujourd'hui, on a fait un travail de remise à jour en fait du référentiel. Donc, vous en avez eu la publication très récemment, puisque ça date de la semaine dernière. Et ce nouveau référentiel sera appliqué pour les visites à partir du mois de janvier 2023. Deuxième indicateur, non pas deuxième indicateur, deuxième moyen, c'est la mesure d'indicateurs. Donc, les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont des outils au service des professionnels de santé et des établissements de santé
par comparaison entre les établissements, en fait, ils permettent, et vous voyez, c'est toujours un peu la même démarche, c'est pour ça que je le mets dans le même sens, ça permet de contribuer à la transparence, encore une fois, pour les usagers, d'améliorer les pratiques pour les professionnels de santé, d'aider au pilotage et à la gestion de la qualité de la sécurité des soins au sein des établissements de santé et d'aider au pilotage des politiques d'intervention à l'échelon régional ou national. Alors, on mesure des indicateurs pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements. Et donc, ça permet de mesurer des indicateurs pour la qualité des prises en charge perçues par les patients ou pour la qualité des prises en charge cliniques, donc différents indicateurs qu'ils soient dans les établissements MCO, HAD, SSR en dialyse ou en psychiatrie, mais aussi sur la qualité et la coordination des prises en charge, sur la qualité des pratiques de la prévention des infections associées aux soins. Et la démarche de certification fait aussi partie de la mesure de ces indicateurs. Et ces indicateurs donc, sont en diffusion publique. Juste pour votre information, donc, Sandrine de l'HAS parlera de ces indicateurs de qualité. Si on se place sous l'angle de l'IFAC, pour votre information, le collège de l'HAS a émis la semaine dernière un avis négatif sur l'arrêté. Et du coup, en présentant la nécessité en fait d'avoir une incitation, donc l'HAS est tout à fait pour l'incitation à la qualité et la sécurité des soins, mais elle avait envie de dire pas à n'importe quel prix, puisqu'elle souhaiterait en fait qu'il y ait certaines modifications et qu'on puisse discuter, on en discutera, on en discute déjà avec le ministère pour modifier, peut-être avoir un recueil biennal pour s'assurer de la qualité des indicateurs qui sont pris en charge dans IFAC, pour voir la position en fait de la certification dans ce dispositif. Donc la mesure des indicateurs pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les parcours. Donc le chantier qualité et pertinence des soins piloté par la HAS et la CNAM. Donc je suppose que Catherine reviendra dessus dans son exposé, qui promeut la construction donc de parcours de soins qui sont assortis d'indicateurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les indicateurs sur la BPCO, mais il y a un gros travail qui est fait aussi sur l'insuffisance cardiaque, sur le syndrome coronaire chronique, sur la maladie rénale chronique, en lien avec l'INCa sur le cancer du sein, de la prostate, de l'ovaire et du côlon. Et on est en train de réfléchir, de construire peu à peu les parcours sur l'épilepsie et sur l'AVC. Et ce qu'il y a donc en corollaire, j'allais dire, de ces mesures d'indicateurs, c'est tous les guides PROM sont faits pour des résultats de soins qui sont perçus par les patients, qui sont établis en même temps que ces différents indicateurs. Donc, je vous l'ai dit, on a travaillé sur un parcours de la BPCO. Donc, tout le parcours, les recommandations et le parcours a été redéfini et 7 indicateurs à partir du SNDS ont été identifiés tout au long de ce parcours. Donc, vous voyez le parcours avant hospitalisation, pendant l'hospitalisation, après l'hospitalisation. Et vous voyez, ça peut être ce sont des indicateurs qui peuvent être ou assez faciles ou plus difficiles à mesurer. Donc, on a par exemple, vous voyez, la spirométrie qui peut être faite ou les EFR à visée diagnostique chez les patients à risque de BPCO, la vaccination contre la grippe, la réalisation d'EFR, un suivi médical à 7 jours après hospitalisation pour une exacerbation, le suivi par un pneumologue, les traitements remboursés, les soins de rééducation dans les 90 jours après l'hospitalisation. Et si on regarde, si on mesure déjà ces 7 indicateurs, ces 7 points de vigilance pour améliorer la prise en charge, on se rend compte qu'au niveau du dépistage, si on regarde l'indicateur de la spirométrie ou l'EFR à visée diagnostique, il n'y a que 20% des patients qui sont identifiés à risque qui sont dépistés.
Si on se place sur la prise en charge des patients stables, la vaccination contre la grippe pour prévenir les complications, eh bien, il n'y a que 50% des patients qui sont vaccinés contre la grippe. Si on fait des EFR pour surveiller la fonction respiratoire pour la prise en charge de ces patients stables, que 30% des patients ont cette surveillance annuelle. Et ensuite, après hospitalisation, le suivi médical dans les 7 jours pour favoriser la continuité des soins et évaluer en fait les besoins 40% des patients. Le suivi par un pneumologue pour permettre en fait l'ajustement des traitements essentiellement n'est fait que dans 30% des cas. Le traitement, pour suivre le traitement, il y a plus de 70% des patients qui ont un traitement bronchodilatateur de longue durée. Et enfin, la rééducation à 90 jours n'est réalisée que dans 30% des cas. Déjà, ces premiers résultats, on ne pointe pas du doigt, on montre qu'il y a des pistes d'amélioration qui peuvent être apportées. Il y a des difficultés d'accès aux soins, il y a des besoins de formation de professionnels, il y a des difficultés d'accessibilité par rapport aux maladies chroniques d'adhésion par les patients. Il peut y avoir des résultats et des causes complexes. Donc, vous voyez, ce parcours et ces indicateurs permettent déjà des améliorations. Mesures d'indicateurs aussi pour alerter sur les pratiques. C'est ce qu'on a développé au niveau des indicateurs de vigilance. Alors, on dit des indicateurs de vigilance. Faites attention, ce ne sont pas des indicateurs de qualité et de sécurité des soins et il ne faut pas les utiliser pour d'autres finalités que pour être des indicateurs d'alerte. C'est pas fait pour du financement, c'est pas fait pour de la diffusion publique ou pour des comparaisons, c'est juste pour donner des alertes pour qu'on puisse se dire quels sont les moyens pour améliorer et aussi un travail avec les ARS pour savoir comment les améliorer. Donc, elle ne porte pas un diagnostic sur la qualité et de la sécurité des soins d'une pratique, d'un service ou d'un établissement de santé. C'est un élément d'une démarche générale d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et qui permet ensuite des auto-évaluations, des réévaluations et ensuite d'en informer les ARS et les différents établissements pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir améliorer les pratiques. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'évaluation des pratiques. Au sein de l'HAS, donc, il y a différents programmes et il y a essentiellement donc, le programme d'accréditation des médecins et des équipes. C'est un programme qui est volontaire de gestion des risques médicaux en établissement de santé, individuel ou en équipe. Ça concerne donc les médecins et les équipes médicales qui exercent une spécialité ou une activité dite à risque en établissement de santé, chirurgie, gynécologie et autres. Et chaque spécialité crée un organisme agréé par la HAS pour gérer le programme et les différents médecins. Aujourd'hui, il y a 16 organismes agréés et on aura bientôt, je pense, 18. Donc, en réponse, au départ, ça a été créé en réponse à la crise assurantielle dans les années 2000 dans le secteur privé. Des spécialités qui sont listées par décret, donc je vous l'ai dit, la chirurgie, les spécialités interventionnelles, l'anesthésie, l'échographie fétale, et un programme médicalisé co-construit par la HAS et les professionnels de santé. C'est proposé par les pairs. C'est un cadre scientifique et validé chez nous avec un support logistique chez nous. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 médecins qui sont éligibles. Il y a plus de 8 000 médecins donc actifs, 300 équipes qui sont accréditées. Il y a 29% des médecins en équipe et on a dénombré 142 000 événements indésirables associés aux soins qui ont été recensés dans la base REX. Donc, il y a beaucoup d'événements, beaucoup plus. Il y en a plus de 8 000 par an. Donc là, vous voyez, c'est une augmentation croissante en fait de l'accréditation des professionnels.
Aujourd'hui, donc, ça va s'ouvrir vraisemblablement sur l'accréditation pour les professionnels dans le public. Donc, c'est en cours de réalisation. Et surtout, il y a une grande réflexion entre l'accréditation et la certification périodique. Donc, la certification périodique a 4 piliers fondamentaux. Donc, sur l'actualisation des connaissances et des compétences, sur le renforcement de la qualité des pratiques professionnelles, sur la santé du professionnel et aussi l'amélioration de la relation avec les patients. Les deux derniers piliers sont des piliers qui sont en développement, j'allais dire. On a fait évoluer aussi l'accréditation des médecins vers ces 4 piliers qui sont importants. La déclaration des événements indésirables graves, donc pour améliorer la culture de sécurité et l'apprentissage par l'erreur. C'est un dispositif qui est obligatoire donc de déclarer les événements indésirables graves. Ils sont déclarés et analysés par tous les professionnels de santé, quel que soit le secteur d'exercice, en établissement, en ville ou dans le médico-social. C'est une déclaration qui se fait en 2 temps. La transmission des signaux complets et anonymisés par les ARS se fait par les ARS à l'HAS. On fait une revue des signaux par les membres des groupes techniques experts de la HAS. On constitue, donc on a une énorme base REX avec les événements indésirables, donc qui comprend les déclarations et l'analyse des experts, et on en fait une exploitation régulière. En fait, on fait une exploitation régulière de cette base. À partir de ces résultats, on produit très souvent donc des abrégés. C'est un format court en fait qui condense les principaux éléments qui sont à retenir avec une sélection donc de risques spécifiques. On fait un cahier technique avec des tableaux statistiques qui font des tris à plat, des tris croisés assez fins sur le retour d'expérience. Et on a un retour d'expérience national qui détaille les préconisations ainsi que les focus des regroupements. Et je pense que vous avez dû le voir aussi. À partir de cette base, on a fait, je pense qu'aujourd'hui, on est autour d'une petite quinzaine de flash sécurité patients. Donc, vous voyez, où ce sont des messages très forts sur lesquels on explique les événements. Donc, souvent, on prend trois événements qui se sont passés et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et quelles sont les préconisations. Donc, vous voyez, on a fait des flashs sur les sécurités au bloc, sur les médicaments à risque, sur le SAMU, les dispositifs. Et le dernier qui est paru, je pense, la semaine dernière, c'est un changement de sonde nasogastrique. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Vous avez vu qu'ils sont un peu intriqués, hein. Par exemple, la présence d'indicateurs au sein de la certification. On voit aussi les événements indésirables graves, la mesure, en fait, l'accréditation. Vous voyez donc que l'ensemble de ces dispositifs sont complémentaires et importants pour voir la qualité et la sécurité des soins. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation exhaustive, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Est-ce qu'il y aurait alors des questions dans la salle ou en visio? Là, je me retourne vers Catherine et voir Siana. Moi, je ne vais pas parler peut-être personnellement de certification, moi, parce que là, on peut dire beaucoup de choses. Si je dirais peut-être, je poserai une question, mais une des questions, une des choses que vous avez soulevées, c'est l'accréditation de l'équipe patronnée, l'accréditation des médecins. Comme vous l'avez dit à juste titre, ça a été développé au départ pour une problématique assurantielle. Bon, dans mon établissement public, je précise, j'ai des médecins qui sont accrédités.
mais aussi pas pour des bonnes raisons, hein, soyons francs. La question, c'est de dire, c'est là toute la difficulté, c'est comment passer quand on a comme ça une volumétrie de médecins qui sont accrédités ou à l'accréditation d'équipes. Ok, je comprends bien il y a un certain nombre d'équipes qui sont déjà accréditées. Alors je sais que c'est des démarches volontaires, c'est des démarches d'équipe, mais à un moment donné, ne faudrait-il pas avoir un facteur ou un élément qui fasse franchir le pas? C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire d'avoir des tas de médecins qui soient accrédités dans une équipe et que l'équipe ne le soit pas. Ne faudrait-il pas qu'il y ait ce sujet-là et après un sujet aussi plus aussi logique. Bon, on a, je dirais, comme ça, vous l'avez, ça a été dit, bon, les résultats de certification, c'est des résultats publics. L'accréditation des médecins, c'est quelque chose qui peut avoir aussi un effet important pour l'usager, de savoir effectivement quel est le niveau de formation du soignant. Et donc, du coup, y a-t-il des réflexions pour éventuellement rendre ce type de réflexion, de l'accréditation plus obligatoire dans les hôpitaux publics, on va dire, parce que non, logiquement, c'est vrai ils sont un petit peu à part. Et dernière question, et je m'arrête là, mais tout ça c'est lié. Fait. Au niveau de la conférence nationale des présidents de CME, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a découvert effectivement un document sur la certification périodique. Et par hasard, en fait, on a découvert via des éléments. Y a-t-il effectivement des réflexions sur l'accréditation de certification périodique, en sachant que je ne vous cache pas que, en tant que président de CME, tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, c'est, soyons francs, ça a été quand même des usines à gaz qui ont été compliquées à mettre en marche, on va dire, et sur lequel nous, les médecins, on s'est un peu perdus. Alors, la première question, vous évoquiez en fait que des médecins étaient accrédités et qu'il n'y avait pas forcément d'accréditation par équipe. Je serais assez tentée de dire, et puis on en avait discuté au déjeuner tout à l'heure, c'est que ce qui serait intéressant, c'est que effectivement les médecins qui sont aujourd'hui accrédités puissent avoir une démarche beaucoup plus collaborative pour inciter, je pense, les équipes, parce que bien souvent, on ne va pas vers une certification, une accréditation, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Si je prends par exemple l'exemple de la certification, on avait la certification, la V2014, qui était qui était essentiellement sur les procédures. Aujourd'hui, on a une certification qui est beaucoup plus sur le terrain et sur l'analyse du résultat. Et tous les professionnels ont une crainte à aller vers cette nouvelle certification. Et quand on les interroge par la suite, on se rend bien compte que cette crainte, quand ils ont passé la certification, s'atténue. Donc j'allais dire un peu la même chose pour l'accréditation des médecins. Peut-être qu'il faut qu'ils entraînent, qu'ils embarquent en fait l'ensemble de l'équipe parce qu'ils ont déjà, avec leurs organismes accrédités, fait cette démarche-là. Alors, sur la deuxième question, à savoir, vous avez découvert en fait la certification périodique. Alors, j'allais dire, là, c'est une réflexion qui, bon, on sait que c'est obligatoire, on sait que c'est sur un ensemble conséquent de professionnels, hein, puisque ça embarque énormément de CNP et pas forcément, et pas que les médecins. Il y a aussi toutes les autres professions qui embarquent dans ce dispositif. Sachez que la HAS a produit il y a quelques mois, en fait, une procédure, j'allais dire une procédure pour savoir comment s'engager dans la certification périodique. Et ce sont les CNP, en fait, qui doivent s'emparer de ce référentiel pour pouvoir proposer en fait des actions, comme vous l'avez vu dans les 4 axes en fait, et c'est à la main, j'allais dire, des CNP pour qu'ils puissent vous proposer des actions
qui sont, j'allais dire, réalisables et qui ne soient pas l'usine à gaz comme on a eu au préalable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je terminerai par une dernière. Oui, ici, il y a une question? Oui, 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 je suis Je ne vous Gérald cache pas que Bouba. j'ai un tout petit répétiteur et là, moi, je ne vois rien. S'il y a des questions en Oui, visio, je... c'était pas grand-chose, c'était une observation, c'était pour aller un peu dans le sens de ce qu'avait dit la personne tout à l'heure en faisant référence à la réunion avec les PCME et, et sur la perception de la certification dans les établissements avec des résultats très positifs au questionnaire. Je voulais dire j'ai moi-même participé avec l'établissement, pour le compte de l'établissement. Moi, je suis ingénieure en charge de la qualité et de la gestion des risques à la préparation de la certification. J'ai moi-même répondu à ce questionnaire. C'est vrai que les questions posées, mes réponses ont été très positives dans la mesure où les questions posées, c'est sur la visite et exclusivement sur le temps de la visite, à savoir est-ce que les experts visiteurs, si ça s'est bien passé avec les équipes, et là, en effet, c'est incontestable, cela s'est bien passé. Par contre, s'il y avait eu des questions sur la préparation de la visite, comment ça s'est passé, est-ce que c'est une usine à gaz, est-ce que le timing était opportun, je pense qu'il y a tout un tas de questions sur avant la certification qui, si elles avaient été posées, n'auraient peut-être pas rempli autant de satisfaction. Je partage beaucoup avec les collègues. On a tous ressenti, alors peut-être en plus sur les établissements qui ont passé très tôt après 2020, voilà, sur la préparation, sur les remontées d'équipe. Alors en effet, la visite se passe très très bien. Le terme usine à gaz qui est un peu évacué, moi je rejoindrai la personne avant en disant c'est quand même un petit peu une usine à gaz. Mais c'est juste ma perception que je partage avec d'autres collègues. Je voulais juste apporter cette précision pour dire on est content, on est satisfait de la visite. Je suis moins, en tout cas, j'aurais peut-être pas répondu exactement avec le soleil si on m'avait posé des questions par rapport à tout l'amont. Merci pour votre intervention. Alors, c'est évident que, voilà, de toute façon, il faut évaluer. On l'a fait, vous l'avez vu sur juste après les visites. On a fait aussi une enquête BVA qui reprend à peu près les mêmes résultats. Par contre, je vous rejoins, on sait... il y a plusieurs points qu'on est en cours d'amélioration. Notamment, depuis quelque temps, l'HAS n'est pas hors sol dans la mesure où on essaie quand même de faire des visites les plus adaptées à l'ensemble des établissements. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis cet été, on avait la présidente en fait et la présidente de la HAS pardon et Catherine Jeanne qui est collégienne et qui préside le comité de décision pour les certifications, ont envoyé un courrier à l'ensemble des directeurs des établissements et des présidents de CME et des directeurs de soins des établissements qui vont avoir les visites programmées là jusqu'en décembre pour qu'on puisse relater votre état, la situation, le taux d'absentéisme, les fermetures de lits, etc., pour savoir si oui ou non on maintient la visite, si oui ou non on a des mesures d'alerte pour qu'on puisse adapter le plus possible par rapport aux situations dans vos établissements. Le deuxième point qui a été changé, donc je vous l'ai dit, il y a le référentiel, certains critères, donc on a
continuer la simplification notamment des énoncés de certains critères. Certes, beaucoup de critères ont été revus. Sachez qu'on a rajouté aussi un critère important sur l'éthique. Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a un programme dans les établissements? Et donc ça, pour faciliter aussi l'appropriation de ce référentiel. Et le troisième point que je voulais vous signaler aussi, c'est que il était remonté aussi qu'il pouvait y avoir une discordance entre la restitution à la fin de la visite et la décision finale. Donc là aussi, on a bien revu l'ensemble des critères, la façon dont les experts visiteurs, les coordonnateurs font le retour afin que ce soit le mieux adapté possible entre la restitution de fin de visite et la décision. Et enfin, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir des réponses et des décisions le plus rapide possible. Et aujourd'hui, on se situe à une moyenne de réponses en 4 mois. Voilà, je voulais du coup me permettre d'ajouter ces informations par rapport à votre remarque, mais j'entends tout à fait que ce n'est pas toujours aussi rose qu'on ne le dit. Merci. Merci, Madame Lancio. Je vous propose d'enchaîner parce que je suis un peu maître du temps aussi dans le contexte. Alors bonjour à tous, donc merci d'être là. Je vais vous brosser rapidement ce qu'il y a autour de l'autre gros dispositif qui sont les indicateurs de qualité et sécurité des soins et tous les travaux qui sont faits autour pour vous donner un petit peu d'informations, on va dire, autres que les mesures qui ont été faites. Alors juste pour rappel, le programme de cette année, là on parle bien d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins, on parle de recueil, d'indicateurs qui ont été validés et qui permettent la comparaison interétablissement et qui vont servir dans différents dispositifs. Donc cette année, c'était quand même assez lourd parce qu'on sortait de 2 années plus ou moins calmes d'un point de vue indicateur, pas du tout calme pour vous, ça on en est bien conscient. Et d'ailleurs, à ce propos, on s'excuse de vous avoir envoyé aussi tard le programme de recueil des indicateurs. D'habitude, on vous écrit au mois de décembre pour vous dire quel recueil on fait à partir d'avril. Et là, comme il y avait quand même une discussion entre le ministère et la HAS sur la durée de recueil cette année, vu la situation dans les établissements de santé, la négociation a pris un peu de temps. On est passé à 6 mois de recueil. Malheureusement, le courrier, il est parti tard. Donc, bon, voilà. Donc, en tout cas, on s'excuse de ça et on vous remercie pour la mobilisation. Donc, ça, c'est tous les indicateurs que vous aviez à recueillir. Je vais revenir dessus par rapport aux résultats. Donc, déjà, l'actualité. Donc, pour beaucoup, vous savez qu'au 30 septembre, on a fini le recueil des indicateurs dossiers patients. On a vu un marathon se faire dans les 24 dernières heures. Donc, on vous remercie de la mobilisation. J'espère que le recueil sera de qualité parce que ce sont quand même des machines lourdes et avec un recueil de qualité, ça vous donne des billes pour travailler ensuite. Si le recueil est moins bien fait, comme de temps en temps, on nous écrit en nous disant on l'a fait un peu vite, ça fait un peu de perte de chance pour les dispositifs d'amélioration derrière. Donc, vous aviez 16 indicateurs à faire, donc qui sont répertoriés à côté. Beaucoup de choses autour de la lettre de liaison à la sortie qui a subi des modifications. On pourra en reparler lors des questions si vous avez besoin. 2 indicateurs sur le SSR avec l'élaboration du projet de soins, projet de vie et la douleur. Et puis, on avait l'HAD. On avait le combo douleur sur tous les secteurs, notamment sur la psy. On va revenir parce que c'était la première fois qui devait être recueilli. Et tous les petits nouveaux indicateurs, évaluation cardiovasque, métabolique, évaluation gastro-intestinale et prise en charge des addictions. Je sais déjà qu'il y a eu des questions sur le fait que c'était pas très psychiatrique tout ça. Alors, c'est sûr qu'on ne parle pas de prise en charge de schizophrénie ou autre, mais il y a eu une discussion avec les sociétés savantes. On avait peu de recommandations en psychiatrie. Il y avait des recommandations sur la prise en charge métabolique. C'est un vrai sujet qui est remonté par les patients. Donc, on pouvait s'en emparer et on a fait des indicateurs dessus. On sait qu'on n'est pas dans le cœur du réacteur. On espère que des recommandations vont être faites autour de la schizophrénie et voir si on peut travailler dessus ensuite pour faire des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Mais voilà, c'est les indicateurs qui ont été mobilisés en temps plein. Et puis, il y avait un petit nouveau dans les infections associées aux soins. Il y avait précautions complémentaires contact. Et donc voilà, donc, j'ai regardé les résultats de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne vous les présente pas parce qu'ils sont pas encore consolidés. Ils seront consolidés pour la fin de l'année. Donc, grosso modo, vous êtes pour 95% des indicateurs à la moyenne nationale. Donc, pour beaucoup, par exemple, tout ce qui est douleur, les résultats sont bons. Sur la lettre de liaison, par rapport à 2019, au national, on a pris 10 points. Donc, on sait toute la difficulté sur cette lettre de liaison.
C'est pas simple, c'est à la fois des systèmes d'infos, c'est une organisation, mais en tout cas, il y a eu une possibilité de progrès des établissements sur une période qui n'était pas simple, parce que les dossiers entre 2019 et 2021, on a eu le Covid entre les deux. Donc, il y a quand même une progression là-dessus. Ça reste un petit peu faible. On va être autour, je crois, au niveau national, autour des 60%. Et donc, la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes soit avec les mêmes résultats, soit légèrement en dessous, 1 ou 2 points, à part sur précaution contact complémentaire, où les résultats ne sont pas bons au niveau national. Et l'Aquitaine n'a pas forcément de bons résultats dessus. Mais en fin d'année, vous aurez tout ça. Et je dirais même que les établissements, vous l'avez avant, parce qu'on est en train de publier les comparaisons sur la plateforme CALAS. Et donc, vous avez tout. Donc, vous pouvez aller les voir. Voilà, pour les résultats autour du dossier patient. Et puis, d'un point de vue répondant, vous êtes, je crois qu'il n'y a pas de non-répondant en Aquitaine, donc les établissements se sont bien mobilisés. Donc, on vous remercie, parce que même si ce sont des recueils obligatoires, vous n'avez pas tellement le choix, il y a eu quand même une mobilisation dessus, et je sais que ça n'a pas été simple. Sur Isatis, donc là, c'est moins de travail pour les établissements. Entre guillemets, c'est juste la collecte des mails. C'est pas si simple que ça à faire. On a eu des retours aussi sur le SSR, vous êtes en difficulté. Mais en tout cas, là, nous sommes passés dans l'année 2023, puisque la campagne 2022 s'est terminée en fin septembre 2022. Donc, on a toujours les 3 mesures qui sont en cours. C'est le MCO plus de 48 heures, le SSR et la Chirambu, mais j'ai des résultats aquitains après. Pour vous dire que donc on se lance, vu qu'on vient tous de finir les résultats de mesures, enfin les mesures, on se lance dans l'analyse des résultats en T4 et on va diffuser donc les résultats en open data en fin d'année et ils seront aussi sur Caliscope qui remplace Scope Santé grosso modo, parce qu'il y a quand même des choses qui changent, mais ils seront mis en diffusion publique dessus. Quand l'open data sera mis aussi en disposition, c'est lui qui acte la diffusion publique. Il y a le fameux dispositif pour mettre en diffusion publique dans les 2 mois qui suivent la publication. Donc, vous aurez ça. Et puis, bien sûr, il y aura le rapport annuel. Donc, il y a 16 indicateurs, plus ISATIS, plus les indicateurs PMSI. Enfin, on vous sortira les résultats en fin d'année. Je ne sais pas encore exactement quand, mais on le fera au plus vite. Donc, sur la ISATIS, la Nouvelle-Aquitaine est comme le national, quand même un petit peu meilleur, parce que vous avez des pounièmes en plus, mais quand même, vous avez des résultats qui sont plus élevés que le national. Donc, vous avez les établissements. Alors, le nombre le N que vous voyez sous la région, c'est le nombre d'établissements qu'on a pu classer par rapport à 30 patients minimum qui ont répondu. Et donc, vous voyez que vous êtes bon sur les résultats au niveau du 48 heures, puisque vous êtes à 75 en région, 73,7 au national. Sur la chirurgie ambulatoire, pareil, vous êtes à 79,2 pour 78,1 au niveau du national. Donc là, la chirurgie ambulatoire est un gros pourvoyeur de mails. C'est lui qui nous sature la plateforme. Donc ça marche bien. Et on remercie aussi les établissements parce qu'on a vu la montée en charge. On sait que maintenant les dispositifs sont mis. Il y a pas mal de mails qui arrivent. On est vraiment confronté sur la plateforme Isatis à un problème de volume. Donc on n'arrête pas avec la TIH d'essayer de trouver des solutions. Mais voilà, on voit la mobilisation et les établissements, c'est rentré dans leur routine. Pour le SSR, pareil, vous avez 2 points de plus qu'au national. Donc la routine est en train de rentrer. L'an dernier, c'était la première fois qu'il y avait eu le recueil. Vous aviez les mêmes résultats. Enfin, la dynamique de recueil était la même fois que J'ai la vu ton première mail, fois que j'ai vous pas avez pu fait le 48 heures. regarder encore. Ça, c'est les joies du Alors, live. si vous pouvez couper en visio tous les micros, c'est vos micros, merci, parce que là, on a des interférences. Donc, oui, donc la première fois que le SSR a été confronté à ISATIS, il y a eu le même taux de réponse et de dépôt de mail, on va dire, en proportion que pour le MCO 48 heures. Et donc là, on voit que ça monte. De mémoire, on a doublé cette année le nombre de patients qui ont répondu. Donc nous, on le voit par le prisme des réponses, mais s'il y a plus de réponses, ça veut dire que les établissements ont aussi plus déposé. On peut aussi se dire que les patients ont été plus stimulés, mais voilà, le premier niveau, on sait que c'est les établissements qui ont plus déposé. Donc voilà, c'est en train de prendre. On sait que c'est pas simple, on pourra en discuter. L'autre actualité, donc, c'est ICHA, donc ça, c'est un vieil indicateur qui est très connu sur les solutions hydroalcooliques. Il est en recueil jusqu'au 15 septembre. Normalement, ma collègue appuie sur le bouton aujourd'hui pour clôturer la base. On essaie de le rendre de plus en plus simple et de plus en plus robuste, puisque c'est un vieil indicateur
Mais il fait levier sur l'hygiène des mains. Donc, pour l'instant, on n'en a pas pour le remplacer. Donc, on le garde. Et on va vous rendre les résultats définitifs au mois de novembre quand on aura chargé la base définitive de la SAE. Donc, c'est la statistique annuelle des établissements. Vous avez à la remplir en début d'année. Il y a toute une grosse machine avec l'adresse. Et on va récupérer cette base au mois de novembre. Et on pourra vous restituer les résultats à ce moment-là. Donc, pareil, il sera en open data et Caliscope. En dessous, j'ai mis expérimentation, vaccination antigrippale des professionnels de santé parce qu'on a beaucoup d'établissements qui ont participé à cette expérimentation très poussée, pas obligatoire, mais très, très encouragée. Et donc, pareil, il y a eu, donc, on a un indicateur qui est validé, on a des analyses de faisabilité qui montrent que les établissements sont en capacité de remonter le nombre de professionnels vaccinés. Et pareil, on va utiliser la SAE. Donc, novembre 2022. Alors, nous, on a un petit problème puisque la campagne vaccinale, généralement, commence au mois d'octobre. Donc, on est en lien avec Santé publique France. Et donc, vous rendre des résultats au mois de novembre consolidés alors que vous êtes déjà en train de vacciner vos professionnels et que vous avez déjà travaillé tout votre plan de com, on se rend bien compte que c'est tardif. Donc là, déjà, c'était la validation. Et donc, l'an prochain, on va voir si on peut vous faire le même type de recueil au mois de juin, en vous rendant des résultats préliminaires qui vous donnent quand même une dynamique de votre vaccination. Et par contre, on ne pourra pas faire mieux pour le rendu du résultat national parce qu'on est coincé avec cette base statistique annuelle. Mais l'indicateur est validé et on a beaucoup d'ambition pour cet indicateur. Ensuite, sur les indicateurs PMSI, vous êtes habitué depuis plusieurs années à avoir des indicateurs de complications en orthopédie après pose de prothèse totale de hanche ou de genou. La nouveauté l'an dernier, c'est que là où avant on avait un indicateur, donc dans son live qui s'appelait ETE Ortho pour orthopédie, on mélangeait les résultats de prothèse totale de hanche et de prothèse totale de genou. On a fait ça pour pouvoir avoir un accompagnement avec les professionnels, notamment les sociétés savantes avec qui on échangeait. Et une fois que cet indicateur a été pris dans le paysage comme un indicateur reconnu, on a séparer les localisations, parce que c'est quand même pas les mêmes gestes et c'est pas les mêmes complications. Et donc maintenant, on a 4 indicateurs. Je vais vous présenter les résultats d'Aquitaine après. Et puis, on a 6 indicateurs qui vont arriver en fin d'année qui sont sur la réhospitalisation et je vais vous en parler un peu plus précisément. Alors, pour les résultats sur les complications, donc il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont considérés comme ayant des résultats moins bons qu'attendus. C'est le vocabulaire pour expliciter les résultats des établissements qui ont plus de cas de thrombose veineuse ou d'infection associée d'infection du site opératoire que ce qu'on pourrait attendre par rapport à leur population. Les résultats de Nouvelle-Aquitaine sont comme aux nationaux. Vous avez à peu près le même taux, on est toujours entre de 1 et 2%. Et donc, en séparant les localisations, on a des établissements qui sortent comme, on va dire, atypiques sur de la hanche, alors qu'ils ne le sont pas sur le genou. Et on arrive à être un peu plus discriminant dessus. Donc, vous avez eu les résultats pour la première fois en 2021. Et en fin 2022, on vous rendra les résultats également. Juste le petit focus sur la réhospitalisation, on va faire un petit peu de méthodo, mais l'idée c'était de dire, donc on a déjà des indicateurs ISATI sur la chirurgie ambulatoire, on a des indicateurs de process avec notamment la lettre de sortie, et donc c'était intéressant d'aller voir sur le PMSI ce qu'on pouvait faire. Et donc on s'est attelé en 2016, il y a 6 ans, à travailler sur un indicateur sur les réhospitalisations après chirurgie ambulatoire. Après pas mal d'échanges avec groupes de travail, des établissements, on s'est rendu compte que d'un point de vue réhospitalisation dans le PMSI, on n'était pas mauvais, on n'a pas des problèmes de codage énormes, donc ça allait. Sauf que on avait un indicateur qui n'était pas pertinent pour l'amélioration des pratiques, parce que c'est bien le cœur de métier de la HAS, c'est d'avoir des choses qui sont pertinentes pour vous aider à vous améliorer. Donc ce gros indicateur qui englobait toute la chirurgie ambulatoire, c'était absolument pas pertinent. Donc il y a eu une poursuite des travaux. On a essayé de voir ce qui pouvait sortir en racine. Alors, c'est du GHM, c'est des groupes homogènes de malades. On a essayé de voir dans le PMSI comment on pouvait améliorer ça. Et on a fait notamment un retour dossier, donc prévu normalement en 2019. On s'est télescopé avec la crise sanitaire. Donc, on remercie les établissements qui se sont mobilisés pour analyser les dossiers qui ont été sortis, donc des dossiers de réhospitalisation après chirurgie ambulatoire dans un délai de 1 à 3 jours. Et on s'est rendu compte qu'on avait qu'on avait un bon indicateur, qu'on avait des défauts, qu'on avait des pistes d'amélioration d'un point de vue coordination pour éviter cette réhospitalisation. Et on a sorti le rapport en fin d'année. Donc, juste pour vous dire, maintenant, je remonte. Donc, les indicateurs, les 6 qui sont sortis de ce combo qui touchait toutes les chirurgies ambulatoires, on est sur les cholécystéectomies, on est sur des lithiases urinaires, sur des
des interventions transcutanées pour affections non lithiasiques, on a les amygdales, on a l'hémoridectomie et les protestectomies transurétrales. Ces 6 racines-là sont celles qui, au national, montrent qu'il y a quelque chose, parce qu'on a quand même pas mal de réhospitalisations qui sont liées à un problème de pratique. Les autres ne sortent pas actuellement, donc là, quand je dis actuellement, c'est du PMSI 2019, ne sortent pas comme atypiques. Ça veut dire que, grosso modo, national, ça va. C'est pas que ça va pas forcément au sein des établissements pour certains, mais au niveau national, il n'y a pas de choses qui nous mettent en alerte. Donc, l'an prochain, on va encore les mesurer sur les données plus récentes, donc 2021. Et on va regarder, on va faire de la veille pour voir s'il n'y aurait pas d'autres racines qui vont pouvoir s'allumer. Mais le rêve qui était de dire avec un indicateur, on va tout faire, ben nous, on ne peut pas. Pour améliorer les pratiques, ce n'est pas possible. Donc, on en a 6. Donc, le programme pour l'an prochain, alors non, ça d'abord, c'est les développements. Donc, juste pour continuer sur les développements qu'on a sur le PMSI, le SNDS. Donc, on a un indicateur sur la mortalité à 30 jours post-IDM. C'est un indicateur qu'on développe sur la base SNDS. Donc, c'est une base qui compile à la fois les données PMSI, les données de remboursement et les décès. C'est une énorme machine. La HAS se sert de cet indicateur pour essayer aussi de voir ce qu'on peut mettre comme méthodologie pour développer ce type d'indicateur et voir les warnings qui peuvent être faits d'un point de vue développement et messages qu'on en tire. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est sur le sujet. On avance doucement, mais on avance. Donc, on a un algorithme qui va être appliqué là-dessus, qui est en cours de validation. Donc, merci à ceux qui ont participé à ce retour au dossier mortalité, parce qu'on a demandé aux établissements d'analyser certains dossiers pour nous remonter de l'information. Et donc, on espère publier le rapport en fin d'année. Et donc, l'an prochain, on doit encore valider quelques éléments sur l'algorithme et on verra ce qu'on peut en sortir. Ensuite, on a un indicateur sur lequel on est en cours de conception. C'est la mesure de récupération de 5 complications post-opératoires. Donc, il est à l'état encore de travail avec, avec le groupe de travail. On n'a pas du tout encore décliné sur le terrain et surtout les retours dossiers. Mais l'idée, c'était de voir sur des complications type sepsis, si il y a une manière de montrer que ça peut être un défaut de pratique. Et donc, on doit travailler ça. On travaille ça. On a un petit nouveau qui nous tient à cœur, c'est le volume de rééducation de la prise en charge de l'AVC en SSR. Le SSR, il est là pour donner un certain volume de rééducation. C'est un des grands enjeux d'être pris en SSR. Et on veut voir si avec le PMSI, on peut évaluer la dose de rééducation que les patients doivent avoir et ce qu'ils ont en réalité. Donc, on se télescope avec une réforme du codage. Donc, on doit reprendre presque les travaux à zéro, mais on va continuer à les reprendre. Et puis, on espère travailler sur les hémorragies du postpartum à partir du SNDS et aller voir donc ce qui se passe en ville. Autour de l'expérience patient, donc vous connaissez les ISATIS, on continue à travailler dessus. On démarre juste, donc on a la 3e réunion sur un questionnaire type expérience patient en psychiatrie sur le temps plein. Donc, c'est pas il y a beaucoup d'ambulatoires en psychiatrie, mais là, c'était compliqué au démarrage d'aller sur ce sujet où il y a eu 2 ans de calage politique. Et puis, on travaille sur l'hygiène des mains perçue par les patients. Donc, s'il aboutit, il pourrait peut-être remplacer ICHA. Et l'idée, c'est de mesurer l'hygiène des mains des soignants par des questions par les patients. On y pensait déjà il y a 2 ans, c'était pas du tout dans l'air du temps. Le Covid est passé par là, ça nous a quand même aidé. S'il peut aider à ça, ce sera déjà pas mal. On a un développement qui est terminé, c'est l'expérience patient en HAD. Donc, on a mené 1 an d'expérience pour collecter les réponses. On a un questionnaire qui est plutôt satisfaisant, mais qui n'a pas les qualités pour faire un indicateur de qualité de sécurité des soins. Et on a un problème aussi de comparaison sur les HAD, parce qu'il nous faut un certain volume. Et il y a pas non plus, donc on n'a pas beaucoup d'HAD qui pourraient rentrer ensuite en comparaison là-dedans. Donc, on va sortir le rapport, mais sur l'expérience patient en HAD, on va terminer les travaux. C'est dommage, mais voilà. Et puis, on est en appui méthodologique de la DGS sur un questionnaire, donc nous, qu'on appelle prévention tabagique, mais qui a été greffé sur ISATIS. Donc, ça n'a pas été vu par les établissements. Vous avez été informés, mais c'était pour les patients qui étaient interrogés sur ISATIS, ils avaient un questionnaire sur le tabac. Et on est en train de faire l'analyse en cours pour voir si on peut le valider ou pas. Donc, l'an prochain, on va passer en recueil biennal, comme le disait Amélie Lancio. On reprend le rythme qu'on avait. Donc, ISATIS en continu parce qu'on ne va pas vous demander d'arrêter de déposer les mails. Ça, c'est pas possible. Par contre, on va vous rendre les résultats et on va vous laisser du temps de vous les approprier. Sur le dossier patient, on revient sur les indicateurs en ambulatoire qui ont été mis en recueil l'an dernier et qui n'ont pas été vus, on va dire, par
tous les établissements de santé, tout le monde ne l'a pas fait. Donc là, on va dessus. On va reprendre l'AVC en MCO et l'AVC en SSR. Et il y aura aussi l'antibiothérapie pour infection respiratoire basse. Ce sont des indicateurs qui ont été vus par les établissements fin 2021. On aura ICHA. On aura la vaccination antigrippale, donc là, puis en mode expérimentation, mais en mode recueil obligatoire. Et pour ce qui est des indicateurs PMSI, on réfléchit aussi à les mettre en biennal, c'est-à-dire que les 6 indicateurs de réhospitalisation, on va vous les rendre, mais on s'interroge sur les complications de chirurgie orthopédique, parce qu'à vous rendre tous les ans des résultats qui sont, même s'ils ne vous prennent pas de temps de recueil en tant que tel, à analyser, c'est quand même très conséquent. Donc, voir si on peut vous passer le calculer tous les 2 ans. Et nous, c'est pareil, parce que quand on calcule ces indicateurs-là, on n'appuie pas sur un bouton, on n'est vraiment pas là-dedans. Et donc, ça consomme du temps commun. Les autres travaux, rapidement. Donc, qualité des parcours, Amélie vous en a déjà parlé. Juste pour vous dire que ces indicateurs de parcours, ce ne sont pas des indicateurs de qualité de sécurité des soins. Ce sont des indicateurs de qualité de parcours. Alors, je sais bien que je joue sur les mots, mais il y a une étape qu'ils n'ont pas encore passée, c'est la validation qui pourrait les rendre totalement, qui nous permettrait de juger de leur imputabilité. Ils sont là pour illustrer les parcours. Donc, c'est ce que vous a montré Amélie avec les résultats. Ça donne des tendances. Ça permet à tout le monde en région ou sur un territoire de pouvoir se regrouper et travailler pour voir ce qui peut être amélioré, mais ils ne sont pas là pour faire de la comparaison quelque chose, structure, ils ne sont pas encore validés. Et donc, on travaille avec l'ARS et la DRSM Hauts-de-France pour voir comment on peut avancer sur cette étape de validation, toujours pour récupérer l'information d'un point de vue méthodologique, puisque l'HAS n'a pas vocation à calculer tous les indicateurs, c'est pas notre prérequis. Et donc, sur la syndrome coronarien chronique et la maladie rénale chronique, pareil, on a des travaux en région ou avec le siège. En cancérologie, l'INCa a sorti des résultats, des indicateurs sur les 4 types de cancers qui sont notés. Et on travaille avec eux pour voir comment on peut les valider, parce que eux, c'est intéressant aussi. Ils ont une cohorte. Et donc, on s'interroge, les 2 institutions travaillent ensemble pour voir comment on peut les valider et pouvoir travailler cette imputabilité. Et donc, comme Amélie le disait, sur l'épilepsie, on commence ces travaux et on va définir les indicateurs en 2023. Et si dedans, il y en a certains qui sont intéressants à travailler à partir du SNDS, eh bien, on les développera et là, on passera dans une autre grosse machine. Rapidement sur ISATIS, c'est donc le questionnaire ISATIS, tous ceux qui ont été hospitalisés l'ont reçu si le mail a été déposé. On a tous été confrontés à ce questionnaire que des fois on trouve long, mais qui ramène beaucoup d'informations pour l'amélioration des pratiques. Parce que si c'est juste, est-ce que vous recommanderiez l'établissement à un proche, vous n'allez pas aller loin d'un point de vue démarche. Et donc, ce questionnaire-là, à la fin, il y a 2 cases. Il y a commentaires positifs et commentaires négatifs. Et on a exploité pour la première fois 2,4 millions de verbatim. Donc, on ne les a pas tous lus. On a travaillé avec un traitement automatique des langues. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Enfin bon, voilà, on a traité. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait... voir ce qu'était ce contenu des verbatim. Donc, vous les avez depuis très longtemps, mais au niveau de la HAS en centrale, on ne les avait pas. Donc, voir ce qu'il y avait dedans. S'assurer qu'on n'avait pas raté quelque chose avec le questionnaire de 60 questions que sont les questionnaires ISATIS et pouvoir vous prendre des pistes. Donc, on a fait ce travail-là. On a, grâce au logiciel, détecté 85 thèmes. Donc, il y en a 45 négatifs, je ne sais plus, je ne sais plus les mots. Il y en a 45 négatifs et 40 positifs. Donc, des thématiques qui peuvent être aussi bien la relation soignant que l'information. Donc, on a identifié ça. Donc, les logiciels font ça très bien. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le circuit de prise en charge, sur le professionnalisme et la prise en charge médicale et paramédicale et la qualité hôtelière. On a ces 3 dimensions qui sortent, mais il ne faut pas oublier la principale et qui est la plus difficile à ramener en tant que verbatim, c'est l'importance des relations humaines. Tous nous parlent de relations humaines, soit très bien, soit pas bien, mais c'est vraiment transversal à ces 3 grandes parties. Et donc, on a sorti un rapport dans lequel on a pris des verbatim de patients, donc on explique la méthode et on essaie de mettre en exergue des sujets qui sont remontés par les patients. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a le questionnaire ISATIS qui couvre à peu près toutes les thématiques importantes aux patients. Alors, il y a une partie qui est quand même souvent traitée sur le dépassement d'honoraires. Oui, ISATIS ne traite pas de ça. Mais il y a dans les verbatim, les établissements peuvent s'en emparer si c'est un sujet. Mais donc, ISATIS est, on va dire, correctement monté, heureusement, parce que ça vient quand même du CK à l'origine, pour le MCO. Et donc, on souligne la qualité du travail du CK. Voilà, Catherine, c'est fait. Et donc, voilà. Donc, c'est important parce qu'on a quand même des dimensions. Il est beaucoup critiqué, ces questionnaires, mais il y a vraiment de la matière.
Et donc, il faut les analyser. Et pour les analyser, il faut un outil. Donc, on va travailler maintenant pour vous donner des outils aux établissements pour que vous puissiez mieux les analyser. Ça, c'est la seconde étape. Et sinon, donc, on parlait des proms tout à l'heure. On a tout un travail autour des proms, juste en résumé parce que je suis longue. L'idée, donc l'HS a travaillé sur les proms parce que c'est anglo-saxon, on parle de choses, on ne sait pas trop. Donc, on a un premier rapport qui est le panorama qui explique ce que sont les proms à l'international, à quoi ils servent. Et donc, nous, ce qu'on a un message à vous passer, c'est que les proms, ce sont plutôt des outils pour améliorer la prise en charge du patient au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, qu'on cumule quelque part et plus tard on analyse. Les proms, c'est vraiment pour tous les jours. On travaille avec le ministère pour les PREMS, donc là c'est l'autre questionnaire, c'est plutôt sur l'expérience, on n'est pas sur le résultat. Et justement, comme on manque d'informations, on a lancé une enquête au national pour voir qui répondait. Donc vous êtes des milliers quand même sur le terrain. On a eu 76 réponses qui sont quand même très intéressantes et on va vous sortir les résultats fin d'année. L'idée c'était de savoir quels prompts vous recueillez et est-ce que c'est super ou est-ce que c'est l'enfer? C'est mitigé. On a aussi une démarche, on a fait un appel à candidature pour avoir des remontées de terrain. Donc, vous voyez que la HAS, sur tout ce qui est cette matière de proms et de prems, on a besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain pour ensuite éclairer notamment les autres institutions sur le sujet. Et donc, on fait, toujours dans les proms, des guides où on répertorie tous les proms qui existent, qui sont validés en français. Donc, il y en a plein, avec plein de questions ou des méthodes de calcul très différentes. Et on essaie d'outiller. On ne fait pas de choix. On pose ce qui existe et ensuite, on part du principe que c'est le terrain qui peut s'en approprier. Et avec l'expérience, on verra si on peut faire des choix pour plus tard. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comme on est un petit peu en retard, j'ai droit à... Enfin, plutôt, vous avez droit à une seule question. Donc, le premier qui dégaine, c'est bon. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Ah, ben, je sais pas. Excusez-moi. Je regardais au loin. Moi, je voudrais juste rebondir. D'abord, merci, hein, c'était très, très dense, peut-être un peu trop pour moi, mais en tout cas, bravo, parce qu'il faut arriver à synthétiser tout ça. Moi, je voudrais rebondir sur les indicateurs de qualité des parcours dont vous nous avez parlé, avec à la fin les guides PROM sur l'insuffisance cardiaque. Pour moi, c'est même pas à l'avenir, ça devrait être le présent. Un patient, avant de rentrer à l'hôpital, il est en soins de ville en général, puis il arrive dans un établissement public, privé, tout ce qu'on veut, puis après, il va en sortir. Et c'est hyper important d'arriver à croiser les données de son séjour hospitalier, public, privé, mais aussi de son séjour au quotidien dans sa vie de tous les jours. On sait tous que quelqu'un qui a été hospitalisé pour un problème cardiaque, quand il va en sortir, s'il va chez son cardiologue, il sera moins réhospitalisé et puis il a un risque de décès bien moins fort. C'est le parcours insuffisance cardiaque. Et moi, je trouve que ça a beaucoup plus de sens de travailler sur ces indicateurs-là parce que ça coordonne la ville et l'hôpital et c'est quand même, me semble-t-il, un des projets majeurs de notre nouveau ministre de la Santé, décloisonné. C'est super intéressant ce que vous nous donnez là parce que ça nous donne une image hospitalière magnifique. Le PMSI, on sait hélas que il a quelques années de retard en termes de données, et ce n'est pas un reproche. Hein, voilà. Le SNDS, on peut récupérer des données beaucoup plus récentes. Donc, je trouve que les dépenses de santé, assurance maladie, on peut les avoir beaucoup plus vite quand on est en ville, évidemment. Hein. Donc, moi, je trouve magique de travailler ensemble et j'encourage vivement parce que c'est tout l'intérêt de l'usager, finalement, de connaître son parcours de soins au travers des données que vous aurez récoltées. Voilà, c'était juste une remarque. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire une remarque. Je suis désolé. En fait, moi, j'avais pas une question, mais j'ai pas le droit. Je ferai juste moi une remarque en tant que président de CME et une remarque qu'ont déjà fait mes collègues. C'est que, bon, je vais parler de l'expérience patient, avec tout ce que ça veut dire PREMS et PROMS. Et c'est pas toujours simple de faire adhérer les équipes à ce sujet. Et honnêtement, quand on garde des acronymes comme ça, qui sont déjà difficiles à expliquer, sincèrement, on n'y arrive pas. Vous ne pourriez pas nous aider à franciser des trucs comme ça? Alors, en toute honnêteté, on allait voir si les Canadiens, ils avaient traduit ça. On n'a pas réussi on n'a pas réussi à l'avoir. Mais effectivement, c'est juste l'horreur. Et après, c'est des questionnaires de qualité de vie. Donc là, déjà, il y a plus de professionnels qui comprennent parce qu'ils en utilisent déjà. Et même les noms des questionnaires, ils sont tous en acronyme. Donc là, déjà, on débrouille.
Et puis, on va voir, mais il y a déjà beaucoup de choses de fait. Et là, le boulot, c'est vraiment d'aller identifier ce qui a été fait parce que enfin, c'est un temps considérable. Moi, j'ai un chef de projet qui bosse tout le temps dessus, qui commence à bien plonger. Et voilà. Donc, on essaie de remonter ça. Mais s'il y a des idées de termes en français, vous nous les remontez, hein. Nous, on n'a pas encore trouvé. Merci. Le but étant, encore une fois, que ça reste pas sur quelque chose de quelques spécialistes, quoi. C'est ça un petit peu mon inquiétude avec ça. Merci. J'enchaîne, excusez-moi, parce que sinon il faut que je me taise. Et je vais donner la parole à Catherine Grenier sur les actualités autour du déploiement des parcours par l'assurance maladie. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. J'ai des antécédents à la Haute Autorité de Santé pendant une longue période. Donc évidemment, je suis très heureuse d'entendre parler des projets. Et là, je vais prendre un autre abord du sujet. Et comme le disait Madame Percosta, je suis exactement en ligne avec ce qui vient d'être dit. C'est que le sujet, c'est l'analyse territoriale de la qualité des soins, sur laquelle chacun contribue avec les outils qu'il a, et que l'enjeu, je pense, des années à venir, mais ce n'est pas un enjeu nouveau, puisque c'est un enjeu qui avait été identifié dans le programme transformation du système de santé Ma Santé 2022 en 2017. Vous voyez, en 2022, on y est. Bon, on a vécu quelques éléments imprévisibles, quelques aléas qui ont fait qu'on a pris un certain nombre de retards, mais je pense que l'alignement est toujours là et qu'effectivement, le ministre de la Santé et de la Prévention, ça a aussi du sens en lien avec cela, garde cette ligne directrice. Donc, ma présentation va être en 3 parties. Une première qui va essayer de vous montrer quel est le point de vue de l'assurance maladie sur ces questions de qualité et de pertinence, parce que je pense que c'est bien de rappeler que même si les partenaires ne se connaissent pas toujours très bien, finalement, tout le monde a les mêmes objectifs et les mêmes types d'outils, même si ce ne sont pas les mêmes outils. La deuxième partie de ma présentation sera centrée sur l'accompagnement proposé par l'assurance maladie, sur la qualité de la lettre de liaison à la sortie, puisque l'assurance maladie se positionne et propose un accompagnement justement pour améliorer les pratiques sur la qualité de la lettre de sortie. Voilà, c'est important parce que ça se veut convergent avec les pratiques de la Haute Autorité de Santé pour essayer finalement que tous les opérateurs ou régulateurs du système aillent dans le même sens et demandent la même chose aux équipes, parce que vous savez comme moi que la difficulté, c'est souvent qu'on a des demandes diverses et variées, un petit peu différentes, dont on ne comprend pas toujours complètement la cohérence. Et puis la troisième partie sera sur le développement actuel dans le cadre de la politique nationale portée avec le ministère et la Haute Autorité de Santé sur les parcours, le déploiement réalisé sur le parcours insuffisance cardiaque par l'assurance maladie aujourd'hui, en vous donnant à la fois ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on prévoit de faire demain. Et j'espère que fin septembre, vous avez vu la campagne de communication de l'assurance maladie sur le sujet à destination du grand public pour mieux repérer cette pathologie. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un petit rappel sur les enjeux de qualité et de pertinence des soins pour l'assurance maladie. L'assurance maladie parle plus, au lieu de parler de qualité et de pertinence, elle parle de gestion du risque. C'est la gestion du risque maladie, donc c'est une vision assurantielle du sujet, mais finalement, on retombe sur la même chose, puisque l'objectif de la gestion du risque, c'est d'augmenter le rapport qualité-prix du système de santé pour améliorer son efficience, c'est-à-dire la pertinence de la dépense. Donc, vous voyez qu'on est finalement, c'est les mêmes concepts, mais qui ne sont pas appliqués exactement de la même façon. Donc, comment on augmente ce rapport qualité-prix? Eh bien, on l'augmente en favorisant la prévention, en améliorant la pertinence des stratégies de prise en charge. Et là, on retombe sur des actes, des soins, des parcours. Et on a les dimensions, le bon soin au bon moment, au bon patient, au bon endroit. Et on ajoute au juste coût.
puisque évidemment la dimension coût entre en ligne de compte. Le dernier élément, c'est l'amélioration de la qualité de la réalisation des prises en charge, puisque on sait bien qu'il faut avoir pour qu'une qualité des soins soit au rendez-vous, il faut une bonne indication, la pertinence des soins, et une bonne réalisation, la qualité technique, la coordination majeure et bien sûr l'efficacité de l'intervention. L'assurance maladie, elle agit via un certain nombre d'actions en direction des assurés et des offreurs de soins. Donc évidemment, l'assurance maladie est plus vue comme un acteur qui agit sur les offreurs de soins de ville, mais il y a des articulations entre la régulation hospitalière et la régulation de ville qu'il faut, à mon avis, mon humble avis, majorer. Et ces actions, elles peuvent être ciblées. Et elles sont historiquement plutôt ciblées sur un acte, un produit de santé. On a repéré qu'il y avait trop de prescriptions des IPP. On va faire une action de communication pour expliquer la pertinence d'une prescription d'IPP, les risques pour le patient, etc. Et on essaie d'aller de plus en plus vers les stratégies de prise en charge, et c'est là où on parle des parcours. Ces actions, elles peuvent être de nature diverse. On connaît très bien l'encadrement, le contrôle et la lutte contre la fraude, mais il y a aussi l'information et la formation, l'accompagnement, les incitations financières, la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique pour les professionnels libéraux, est conceptuellement la même idée que l'IFAC pour les établissements de santé. Donc il y a des sujets de lien sur ces sujets-là. Diapositive suivante, merci. L'assurance maladie, elle a un certain nombre de priorités. Faire de la prévention un axe clé des actions de l'assurance maladie, c'est très porté par notre directeur général et c'est très porté en lien évidemment avec le ministre, via des actions d'information et ou d'accompagnement auprès des assurés, des offres de prévention en populationnel, donc sur des populations par exemple maternité, petite enfance, ou les maladies chroniques. On a le programme SOFIA qui est un service d'accompagnement de malades chroniques, aujourd'hui des asthmatiques et des diabétiques, qui permet de suivre les patients dans une relation de proximité téléphonique avec un soutien au téléphone via des infirmières formées et formées en particulier sur la promotion des bons comportements, ce qu'on appelle les entretiens motivationnels. Parce qu'on sait tous qu'il ne suffit pas de nous dire qu'il faut marcher 30 minutes par jour pour que nous le fassions. Et c'est la même chose pour le tabac, l'alcool et plein d'autres facteurs de risque. Soutien aux pratiques préventives des professionnels de santé, comment les professionnels peuvent agir auprès des patients. Et puis les incitations financières, j'en ai déjà parlé, je ne détaille pas. Le deuxième élément, deuxième priorité, c'est d'améliorer les parcours de soins. Donc, une première action, c'est l'ambition de structuration de l'offre de soins de proximité et du second recours. C'est toutes les actions de l'assurance maladie à destination de l'exercice coordonné. Vous avez dû entendre parler des CPTS, qui sont un cadre organisationnel général, mais qui regroupent finalement l'exercice en équipe, les équipes de soins libérales, via les MSP, via les centres de santé, etc. Donc, il y a un vrai travail sur ce sujet. Le développement aussi de nouvelles offres en réponse aux besoins. Un exemple est Mon Psy, le dispositif qui permet d'accéder sur prescription à un psychologue pris en charge par l'assurance maladie pour quelques séances. On n'est pas dans une prise en charge très dense, mais quelques séances de support qui permettent de passer un cap, qui permettent de lever une difficulté et qui peuvent être en soutien à une prise en charge de parcours maladie chronique, par exemple. Le développement de Mon Espace Santé, qui est le dernier né de la politique du numérique en santé, mais qui s'installe dans le paysage et qui va permettre à la fois de recueillir le dossier médical partagé et d'avoir un espace de discussion entre le patient, les professionnels qui le prennent en charge, et qui permettra aussi d'avoir une palette d'outils à disposition des patients et des professionnels, que des patients, que des professionnels, mais aussi pour discuter entre patients et professionnels. Et j'espère bien que les questionnaires à type de mesure du résultat de santé par le patient sur sa qualité de vie pourront être implémentés dans cet espace pour qu'il puisse être utile à la prise en charge quotidienne des patients.
et la structuration et la facilitation du lien ville-hôpital. Ça fait plus de 25 ans que je travaille sur les sujets de qualité des soins. On est toujours en difficulté sur la lettre de liaison à l'entrée et à la sortie de l'établissement. Je disais à Catherine Pourrin qu'il y a plus de 20 ans, j'étais au CK à travailler avec une équipe de recherche sur le sujet de la définition d'un premier indicateur sur le sujet. Donc, c'est pas pour parce que c'est pas très glorieux finalement vu le résultat, mais c'est surtout pour dire que c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet identifié et que le levier du numérique doit pouvoir nous aider à passer un cap sur le sujet, en tout cas, je l'espère. Donc, c'est la structuration. Que fait l'assurance maladie? Elle a son service Prado, qui est plus ou moins développé en fonction des thématiques, mais qui permet d'assister justement cette coordination entre la ville et l'hôpital à la sortie. Le développement de la coordination territoriale à l'initiative des acteurs de terrain, parce que l'idée, c'est quand même qu'on ne soit pas en soutien tout le temps, mais que l'organisation des soins se dote des compétences, peut-être avec des nouveaux profils, qui permettent d'assurer cette coordination des soins. Et puis, l'action d'accompagnement des établissements de santé fondée sur l'indicateur HAS, qualité de liaison à la sortie. Donc, en 2-3 diapos, je vais vous présenter ce sujet-là juste après. Cette diapo, juste pour vous montrer que l'assurance maladie, elle a des atouts pour aider. C'est un opérateur qui a des atouts pour aider la politique publique de l'État. Elle est une marque connue et de confiance. Elle est capable de toucher tous les assurés. Et les mails de l'assurance maladie sont lus parce qu'il y a évidemment l'enjeu du remboursement. Donc, ça lui donne une place quand même extrêmement importante dans le paysage. 40 millions de comptes Amélie. Bientôt, j'espère qu'en fonctionnement, puisque vous savez que tout le monde va avoir un espace santé, un dossier numérique en santé, mais il faut qu'il soit utilisé. Donc, il y a un passage de relais à créer très certainement. Bien sûr, l'offre de prise en charge à 100% pour certains actes ou pathologies, le maillage territorial avec 100 CEPAM sur le territoire, et puis des centres d'examen de santé répartis sur l'ensemble du territoire. Vis-à-vis des patients, des infirmières Sophia dont je vous ai parlé, des conseillers assurance maladie qui jouent un rôle important auprès des patients en sortie d'hospitalisation, la capacité à outiller un dispositif d'alerte pour les produits de santé à risque, ça a déjà été utilisé notamment pour des alertes à NSM, et puis la culture des expérimentations avec ces fameux articles 51 qui nous permettent de tester des innovations, qu'elles soient scientifiques ou organisationnelles, pour les mettre en place dans la vraie vie, et notamment un sujet intéressant pour les parcours qui est la télésurveillance. Pour les professionnels, je ne veux peut-être pas détailler parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais une capacité à inciter avec la convention, puisqu'il y a une contractualisation avec les différents professionnels de santé, et puis un accompagnement sur le terrain avec des délégués d'assurance maladie qui vont porter la parole en direct, comme un certain nombre de professionnels dans l'établissement de santé, pour porter des messages dont on connaît l'efficacité. On parle de campagne des délégués d'assurance maladie, et elles sont efficaces. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous dire que la méthode qui est mise en place à l'assurance maladie quand elle réalise des campagnes d'accompagnement, c'est exactement la même que celle que réalise la Haute Autorité de Santé ou le CK. On analyse les pratiques, on a des référentiels, on regarde les marges de progression et on accompagne les professionnels et les patients, et les assurés, dans les actions pour modifier la situation dans laquelle on est. Donc, il n'y a rien de différent, en fait. Diapositive suivante. Donc, quelques mots sur l'accompagnement qui est prévu en fin d'année 2022, là, en ce moment, sur l'amélioration de la lettre de liaison à la sortie. Merci Sandrine. Donc, le projet d'accompagnement, c'est pour améliorer l'indicateur sur ces 12 critères, en particulier sur les volets les plus faibles, qui sont bien repérés, le traitement médicamenteux à la sortie, la planification des soins et la remise de la lettre de liaison à la sortie du patient. À la sortie, elle est remise au patient, et son partage via mon espace santé, évidemment, ça a été pris en compte. Donc, un ciblage évidemment sur les points de fragilité et le principe d'une visite au sein de l'établissement avec un premier rendez-vous auprès de la direction, avec le président de CME et le directeur de la qualité et le coordinateur gestion des risques, donc avec vraiment l'ambition de partager, et je pense que cette démarche est réalisée conjointement entre l'assurance maladie et l'ARS,
Donc, c'est un petit peu nouveau comme mode d'organisation, mais j'espère que ça va s'implanter. Et si vous avez des retours, je suis évidemment preneuse. Diapositive suivante. Donc, pourquoi un accompagnement? Je pense qu'ici, je n'ai pas besoin de redire pourquoi c'est important. C'est obligatoire, ce n'est pas réalisé. On a 23% des établissements qui ont atteint un résultat satisfaisant pour l'hospitalisation complète. Je ne vais pas plus loin, c'est un enjeu. On a un vrai point critique des prises en charge des patients qui est identifié à ce niveau-là. C'est intéressant pour nous de travailler sur ce sujet en ayant un miroir par rapport à l'exigence sur les professionnels de ville, sur le volet de synthèse médicale qui représente la lettre de liaison à l'entrée. Et plus on ira sur ces alignements, plus ce sera facile de piloter globalement ces sujets. Diapositive suivante. Donc, je vais vous parler maintenant quelques diapos aussi sur l'accompagnement pour l'amélioration du parcours du malade chronique. Donc, c'est un pilote qui a été réalisé par l'assurance maladie sur l'insuffisance cardiaque. Pourquoi l'insuffisance cardiaque? Il fait partie des sujets qui avaient été identifiés dans la feuille de route des ministères, Haute Autorité de Santé et Assurance Maladie, en lien d'ailleurs aussi avec France Asso Santé, comme les enjeux sur lesquels on voulait travailler. La Haute Autorité vous a présenté BPCO, sur lequel la bronchopneumopathie, sur laquelle elle est partie en premier, pour des raisons aussi de recalage par rapport au calendrier de chacun. L'insuffisance cardiaque, c'est l'assurance maladie qui est partie pilote sur ce sujet. La maladie rénale chronique, on travaille vraiment ensemble et on espère bien que derrière, on va pouvoir travailler d'autant plus ensemble. L'insuffisance cardiaque, c'est un enjeu de santé publique majeur, une pathologie, je ne vais pas tout détailler ici, les diapos resteront de toute façon, mais c'est une pathologie fréquente dont l'incidence augmente, sévère, avec plus de 70 000 décès par an et un nombre d'hospitalisations importantes annuellement. Et c'est une pathologie coûteuse, et coûteuse d'autant plus via ces exacerbations aiguës qui conduisent à l'hôpital. Et l'objectif, ce n'est pas d'éviter l'hôpital à tout prix, c'est de le retarder et d'essayer de gagner du temps sans hospitalisation sur ces prises en charge qui, de toute façon, auront recours. Enfin, je veux dire, c'est un équilibre à trouver. Simplement, on voit bien qu'une année avec une hospitalisation nous coûte plus de 3 fois plus cher qu'une année sans hospitalisation. Donc, il faut essayer d'équilibrer les choses. Et c'est des éléments qui sont dans le rapport chargé produit 2022. Donc, 2022, il a été publié en juillet 2021. Et ça parce que c'est un calage important quand on cherche les données sur le site de l'assurance maladie. Diapositive suivante. Donc, je vous ai dit, une pathologie fréquente, sévère, coûteuse, mais un problème majeur, elle est partiellement invisible. On a une grosse sous-estimation épidémiologique et diagnostique. Ça a été observé par les professionnels de la Société française de cardiologie. On estime la prévalence à 2 millions de patients. Donc, il y a entre 5 et 700 000 patients qui se promènent dans la nature qu'on n'a pas identifiés et sur lesquels un diagnostic réalisé permettrait d'améliorer le pronostic. Parce que s'il n'y avait rien à faire, on pourrait se dire, bon, finalement, pendant ce temps-là, il ne nous coûte rien. C'est un peu sordide comme mécanisme, mais on pourrait raisonner comme ça. Or, on sait que si on les prend bien en charge, on va retarder les événements. D'où un enjeu majeur sur le repérage des patients. Et cette maladie insuffisance cardiaque, je pense que vous le savez dans votre entourage, c'est pas on a un infarctus, on a un AVC, on a une bronchopneumopathie, mais une insuffisance cardiaque, c'est pas une pathologie très bien identifiée par la population, d'où la volonté, la communication sur quels sont les symptômes de cette pathologie et comment je peux alerter mon médecin traitant, le système de santé, pour être pris en charge sur cette pathologie. Donc, c'est le premier point critique que vous voyez sur cette petite autoroute sinueuse. Diagnostic et évaluation initiale de l'insuffisance cardiaque. On a un bénéfice du diagnostic précoce qui est dans toute la littérature. On parle de l'acronyme EPOF pour essoufflement, prise de poids, obésité, œdème et fatigue.
œdème et fatigue. Il faut le petit film que l'assurance maladie a fait peut aider à se souvenir des 4 symptômes. Donc, ces 4 symptômes sont évidemment absolument non spécifiques, chacun d'une pathologie d'insuffisance cardiaque. C'est l'association des symptômes qui doivent alerter. Et c'est le fait que, évidemment, ça nécessite des explorations complémentaires pour pouvoir faire un diagnostic. Ensuite, vous voyez ici en bleu, en jaune, en vert, en rouge et en vert foncé, les points critiques qui sont identifiés sur ce parcours à partir de la littérature et à partir des données que nous avons, les données du SNDS, qui couvrent les données PMSI et les données du suivi de ville. Et évidemment, je rejoins Madame Percosta sur le fait que sur le PMSI, on a toujours un temps de retard du fait que les données ne sont pas disponibles tout de suite, mais ça s'améliore quand même progressivement au cours du temps. Je pense que c'est des données extrêmement importantes parce que c'est celles qui nous permettent d'identifier les cas. Parce que le diagnostic, il n'est que dans le PMSI. Le SNDS n'a pas de diagnostic. Alors, on peut supputer un diagnostic à partir des prescriptions, mais on n'a pas de diagnostic dans le SNIRAM. Hein. SNIRAM étant la partie de ville du SNDS. Diapositive suivante. Donc, l'assurance maladie sur ce sujet, et c'est pour ça que je ne vous présente pas de chiffres, parce qu'évidemment, les données issues du SNDS, on les a, mais je ne voulais pas vous présenter aujourd'hui de chiffres, parce que pour moi, l'enjeu d'aujourd'hui, de ce que doit faire l'assurance maladie, c'est l'action d'accompagnement des acteurs pour prendre en compte ces données et pouvoir améliorer les choses. Donc, c'est d'abord la prise de conscience des enjeux, l'optimisation de la réponse aux besoins de santé de la population concernée, qui est en augmentation, et donc un certain nombre d'actions à réaliser pour que les choses s'améliorent. Donc, le principe, c'est comme le fait la Haute Autorité de Santé, présenter les données, des données qui sont moins travaillées, qui sont brutes, qui sont sorties des bases. On ne dit pas que c'est comparable, etc. On positionne juste les données, c'est de l'information, c'est juste pour déclencher une action. Ça ne va pas aussi loin que l'enjeu de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de Santé, pardon, qui va jusqu'à comparer. On ne dit pas qu'on compare, juste on positionne une situation par rapport à d'autres. Et puis, on cherche à trouver les innovations organisationnelles qui vont permettre de répondre aux difficultés. Donc, quid sur la sortie, quid sur la surveillance à domicile? Est-ce qu'un outil de télésurveillance peut être utile? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une balance connectée? Est-ce que c'est simplement un questionnaire sur ces symptômes aux patients qui suffit à donner l'alerte, etc. Diapositive suivante. Du coup, naturellement, l'assurance maladie a proposé d'intégrer un indicateur de parcours sur l'insuffisance cardiaque dans IFAC. Je ne sais pas pourquoi IFAC a pris un petit cul, je suis désolée. C'était pas volontaire du tout. Donc cet indicateur, nous militons pour qu'il soit intégré dans IFAC parce que c'est l'idée d'en faire un miroir par rapport aux indicateurs qu'on met dans la régulation pour les professionnels dans le cadre de leur convention, dans le cadre de l'exercice coordonné aussi. Ça se place dans un dispositif où il y a déjà plusieurs actions. On a un PRADO-IC, c'est-à-dire que tout patient hospitalisé pour insuffisance, pas tout patient. Certains patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque peuvent bénéficier du programme PRADO. Pardon, je vais m'étouffer une seconde. Oui, c'est bon. Excusez-moi, c'est la saison des petites affections qui empêchent de parler. Donc, je vais finir très vite pour pouvoir tousser tranquille. Le CAQES, on en a parlé avec un nouvel indicateur en 2022. Et souvent, l'assurance maladie n'est connue qu'au travers du CAQES. La régulation assurance maladie est connue que par ça. Pourtant, il y a d'autres éléments. Il y a la mobilisation des patients, j'en ai parlé sur le repérage aujourd'hui, sur le suivi demain. La mobilisation des professionnels avec des outils, avec des données, diagnostic territorial, diagnostic de suivi, également un profil établissement et un profil patientèle, la mise en place d'un accompagnement des CPTS et des professionnels de ville et une thématique transversale au MCO. Donc, vous voyez, le chiffre n'a pas été rempli. Je suis désolée, je pensais que cette donnée avait été remplie. Je n'ai pas vérifié.
Mais je sais que c'est plus de 1000 des établissements MCO sur 1200 ou 1200 à peu près, 1300, je n'ai plus les données, qui sont concernés. L'idée étant d'avoir des incitations convergentes entre la ville et les établissements de santé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Cette dernière diapositive avait juste pour but de vous montrer l'effet d'un soutien à la coordination ville-hôpital en sortie d'hospitalisation. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il une, voire deux questions dans le chat et dans la salle? Le chat, non. Dans la salle. Bon, je vais faire deux remarques alors, mais que j'ai déjà fait tout à l'heure. La première, ben, je dirais, enfin, on travaille sur la lettre de sortie, on est de liaison, on peut l'appeler comme on veut, mais on est, nous, médecins, les premiers d'accord. Comme je disais, un de mes collègues, quand on reparlait de la lettre sous le format HAS, il dit, ben quoi, ouais, c'est la lettre de sortie médicale, quoi. Donc, bon, autrement dit, il n'y a rien de surprenant. Par contre, il y a indiscutablement, il y a quand même des éléments qu'il faut qualifier. Bon, c'est évident que quand on vous demande Madame Machin qui sort de sexe féminin, bon, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit plus fluent dans et qui, honnêtement, qui heurte les activités, le corps médical parce que ce n'est pas logique. La deuxième problématique aussi de la lettre de sortie, c'est qu'ok, parfois il y a des retards pour des raisons multiples, mais on n'est pas forcément aidé par les DPI. Et il faut savoir qu'on se heurte à parfois des problématiques de validation qui nous mettent hors les clous, en particulier sur les IQSS, parce que les lettres sont faites, mais comme elles ne sont pas validées informatiquement, on est dedans. Je vais employer cette expression, excusez-moi. Mais voilà. Donc on voit, il y a quand même un sujet à voir. Et deuxième point, je serai très bref. Merci pour cette présentation sur l'insuffisance cardiaque. Alors, comme j'en parlais tout à l'heure avec Catherine, on a une présentation dans la conférence des présidents de CME par la FHF sur l'approche populationnelle. Ça y est, je cherche mon terme canadien encore un. Et on a eu des chiffres. Donc là, merci la Sécu de ne pas nous donner des chiffres. Là, c'est vrai, nous, on a eu des chiffres indiscutables. Oui, je m'en doute. Je m'en doute. Je suis persuadé. Mais c'est vrai que quand on voit certains chiffres, on est effrayé effectivement du coût et de ce que l'on pourrait faire. Mais moi, je voudrais dire simplement une remarque, c'est qu'on voit plusieurs acteurs de la santé qui travaillent sur le même sujet. Je parle de l'insuffisance cardiaque parce que les deux approches, c'était l'insuffisance cardiaque et le diabète. À quand est-ce qu'on se met autour de la table pour travailler tous en commun sur ces sujets? Moi, quand je vois les éléments sur l'approche, les résultats de l'expérimentation d'approche populationnelle, j'ai dit en rentrant chez moi, ben, il faut qu'on y aille. Et ça serait bien qu'on soit tous autour de la table poussés dans le même sens. Madame Père Costa. Simplement pour montrer que ce qui ne va pas vous surprendre, on est complètement raccord. Sur le volet lettre de sortie appuyée auprès des responsables informatiques des établissements pour faire qu'ils facilitent les choses. En ARS, on travaille aussi sur ces sujets-là. On a un opérateur qui est notre grade, notre GIP ESEA, et on se rapproche de tous les établissements pour lever ce frein. 2 indicateurs IFAC sur le numérique en santé, vous les avez cités tout à l'heure, l'alimentation du DMP et puis l'utilisation de ces outils-là. On n'est pas bon en Nouvelle-Aquitaine sur l'alimentation du DMP. On est même en dessous des moyennes nationales. Alors, on essaie d'identifier et on a bien trouvé où ça pêchait. Et effectivement, on a un souci parce que les lettres de sortie ne sont pas incrémentées dans les DMP, ce qui est super, super dommage. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Et sur le volet, se mettre tous autour de la table sur les pathologies chroniques, sur le parcours insuffisance cardiaque, l'assurance maladie organise un grand symposium le 2 décembre prochain. Et l'ARS y est représentée, parce que clairement, les Prado, IC et tout le reste, c'est effectivement, il faut décloisonner la ville et l'hôpital et il faut travailler ensemble. Je vous rejoins pleinement. Merci beaucoup. Écoutez, je vais proposer de continuer, donner la parole à Edith Rioux sur le financement à la qualité, les actualités, les perspectives. Maintenant, on va voir l'autre volet financier.